Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, vous le savez, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. C'est parti sans plus tarder pour le sommaire de cette nouvelle émission Action Éducation. Le Mag qui fait étape aujourd'hui dans l'Oise. Et oui, on s'intéresse au projet éducatif du département, quelle ambition, quelle priorité et avec quels résultats, éléments de réponse avec notre invité dans un instant. Comment susciter l'engagement de notre jeunesse, quels outils pour sensibiliser cette jeunesse aux enjeux climatiques, à la citoyenneté aussi, c'est important. Et puis, quels dispositifs ont fait montre de leur efficacité. Là aussi, on se posera toutes ces questions. On évoquera aussi les questions d'orientation, de formation. Là aussi, c'est important. Sans oublier l'apport du numérique éducatif. On y va. Bonjour, Philippe Van Elzeu. Bonjour, Patrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère départementale du canton de Clermont-Liancourt. Clermont-Liancourt, dans l'Oise, depuis 2015, en charge de la jeunesse. Et citoyenneté, c'était de 2015 à 2021. 2021, mais j'imagine qu'on l'est On l'est toujours. On l'est toujours, on l'est un petit peu à vie. Vous êtes en charge de combien de collèges? Dans l'Oise, on a 66 collèges. Donc ça représente... Ça représente un peu de travail. Un peu de travail pour les vice-présidents qui en ont la délégation. Mais il est vrai que c'est 34 000 collèges, entre 34 et 35 000 C'est collégiens. beaucoup d'honneur et aussi beaucoup de pression. La réussite de nos enfants est forcément une pression. Ouais. Constante, puisqu'on a des objectifs de résultats, bien évidemment, et avec des dispositifs qui doivent être montés, ceux en partenariat avec l'éducation nationale, mais aussi d'autres institutionnels. Donc, une vraie pression. Ophélie, est-ce que vous pouvez nous rappeler les compétences, les prérogatives du département? Alors, le département a plusieurs piliers. Il a bien évidemment le pilier, l'un de ses plus gros piliers, l'un de ses plus gros budgets, ça reste la solidarité. D'accord. Puisque la compétence départementale, c'est vraiment l'axe solidarité. Donc, dans la solidarité, on n'y met pas seulement le RSA, mais toutes les politiques en charge de la solidarité. Ça peut être aussi via l'insertion, ça peut être les politiques également à destination de nos aînés, mais également la destination de notre jeunesse, bien évidemment. Nous avons les routes. Également. Alors pour le département de l'Oise, on a 4065 km de routes départementales, pour être précise. Ouais. Et puis on a également les collèges, bien évidemment. Le département qui aide financièrement les collèges, justement, pour la conduite de projets éducatifs portés par les enseignants à l'échelle d'une ou de plusieurs classes, même pour des clubs. Chez vous, ça s'appelle Éducoise. Ça fonctionne comment ? Alors, Éducoise, c'est surtout un outil numérique qui a été mis en place il y a quelques années, une volonté. Et d'ailleurs, je suis très contente puisque, à la base, même si je le voulais sur un format un peu différent, j'en avais été un peu à la source avec l'ancien directeur général des services. Donc, en lien pour une remontée, pour une meilleure transversalité et puis surtout connaissance au niveau des parents sur toutes les politiques et départementales. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on peut voir les différents axes, voir le programme, effectivement. Exactement. Et c'est quoi, chaque enseignant ou même directeur, directrice d'établissement peut postuler? Comment ça se passe? Ça peut répondre. Les appels d'offres? Alors, des appels à projets. Tout à fait, complètement. C'est en fonction du bon vouloir des enseignants, généralement. Les politiques éducatives sont menées, bien évidemment, en partenariat. Et ce sont les enseignants qui répondent aux appels à projets ou sur des axes sur lesquels, eux, ont des enjeux territoriaux et autres, mais il y a vraiment de très belles idées et très belles choses qui émergent. Il y a des tendances qui se dégagent, vous l'avez vu, vous on a un axe citoyenneté qui se dégage, et puis un axe aussi environnemental, où on a des enjeux, et même les collèges sont aujourd'hui partie prenante, justement. Par exemple, ça peut être sur la restauration de mares, dans l'enceinte des établissements, ça peut être de l'éco-pâturage, enfin, ça peut être très varié. Donc là, on est plutôt sur l'axe environnemental, mais sur l'axe citoyenneté, on est plus sur des dispositifs, et notamment, par exemple, les dispositifs tels que les passes permis, les passes... Alors, c'est quoi le passe permis ? Le passe-permis. Le passe-permis, c'est un dispositif qui permet à tout Oisien
désireux de vouloir passer son permis, et ce jusqu'à 19 ans, de pouvoir avoir la possibilité d'être financé à hauteur de 600 €. Ce qui est assez conséquent, parce que c'est vrai que ça reste encore, Exactement. en 2025, même s'il y a tout l'apport du numérique, ça reste encore un budget de passer son permis de conduire. Et complètement. Ça reste un budget, mais surtout un enjeu, puisque nous, dans les départements, alors même si on est semi-rural, semi-urbain... c'est vrai qu'on n'a pas dit vous. Voilà. C'est vrai. On est sur des typologies très, très différentes. Ouais. Et on a quand même une ruralité forte. Ouais. Et il est vrai que nos jeunes doivent pouvoir se déplacer, que ce soit pour leurs études ou même que ce soit pour aller chercher du travail. 600 € pour 70 Alors, heures. on a 70 heures de contribution citoyenne. Donc, c'est plutôt bien, puisque c'est la moitié d'un permis de conduire. Et ce qui est assez efficient, c'est qu'au final, il vient compléter parfois aussi d'autres dispositifs mis en place par les collectivités. C'est-à-dire qu'une mairie qui va mettre 200 €, 200, 300 € par exemple, elle aussi sur un dispositif et notamment d'accompagnement pour faire passer le permis, le département vient en complément. Et donc, 600, quand vous cumulez les différents dispositifs, on est pas mal. Vous pouvez très bien avoir quasiment je ne vais pas dire un permis gratuit. Non, mais bon, c'est pas 1 200 €. Voilà. Je ne sais pas combien ça coûte maintenant, parce qu'il y a plusieurs offres. Et puis surtout, c'est toujours la même Plusieurs chose. clients. Voilà, c'est toi et ton talent, parce que c'est vrai qu'au début, tu prends un forfait, tu te dis j'ai tant d'heures, et puis finalement, tu te rends compte qu'il faut en général 4, 5, voire Exactement. même 6 heures de plus. Et si tu le rates, c'est la catastrophe. On a connu, on est passé par là. Apparemment, vous êtes connaisseur. Ça s'est bien passé pour moi, mais j'ai eu des amis qui l'ont toujours pas. Mais Donc, vous l'avez eu au moins. moi, je l'ai eu. Bon, J'ai eu à 18 ans, voilà. C'est mon bac, j'ai enchaîné et j'étais très content. C'est le mec qui se la raconte un petit peu. Je l'ai tout de suite, c'était plus important que mon bac. Le pass BAFA, ça participe de la même logique, mais il y a encore beaucoup de jeunes. On y revient parce qu'à un moment, on a quand même le sentiment que alors que c'était pas déserté. Le BAFA, j'ai l'impression que ça revient. Ça revient, et le BAFAD aussi. Donc, BAFAD, c'est pour les directeurs. Et d'ailleurs, les centres sociaux et autres des collectivités, des mairies sont très contents de ce dispositif, puisque, au final, ça leur permet aussi, à eux, lorsqu'il y a des structures type centre aéré, accueil population jeunesse dans les collectivités, ça leur permet aussi d'avoir des jeunes adultes formés, et formés tout de suite. Donc c'est assez vertueux. Et ce sur quoi j'insisterai au niveau de la citoyenneté, c'est que vraiment il y a eu une vraie demande au niveau des associations. C'est-à-dire que nous, sur les territoires, on peine à trouver que ce soit la relève généralement, puisque le tissu associatif, via le bénévolat, se trouve actuellement en difficulté, il faut le dire. Et donc ça leur permet d'avoir justement un vivier. De plus en plus avec encore moins dans la besace. Complètement. Donc ce qui fait que les jeunes qui effectuent leur contribution citoyenne, quelle que soit l'association qui a signé une convention bien évidemment avec le département, justement ce jeune, très souvent on le retrouve engagé au sein de l'association dans laquelle il a œuvré. Donc les assos sont plutôt contentes. Les assos sont plutôt contentes. Et comment on arrive à coordonner? Est-ce qu'il y a un projet justement pour coordonner tout ce tissu associatif qui, encore une fois, est bien très vaste, qui s'emploie, qui ne compte pas ses heures, effectivement, pour aider le plus grand nombre? Justement, c'est par la reconnaissance. Je pense qu'on arrivera et on continuera à mobiliser le tissu associatif dans les collectivités par la reconnaissance. Et puis par rapport à certains dispositifs qui ont été mis en place, notamment dans le fait de pouvoir calculer les heures, et qui est, on va dire, pas des bonifications en termes sur les impôts revenus. Mais vous pensez à quel dispositif? Généralement, on a des bénévoles qui ne comptent pas leurs heures. Et on l'a vu dernièrement, que ce soit avec le prix du carburant et autres, mais également, ça peut être aussi par l'éloignement, c'est-à-dire qu'on avait des échelons départementaux et qu'aujourd'hui, on a plutôt des échelons régionaux sur certaines fédérations, et on s'aperçoit que pour le transport, ça pose de vraies difficultés. Et nous, c'est souvent les remontées qu'on a, justement. C'est les difficultés à laquelle on doit pallier et pour lesquelles on doit trouver des réponses, au final. Et on est élu pour trouver des réponses. Et l'Oise qui mise également sur son conseil départemental.
n'est-ce pas? Alors, ils sont combien? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les écoute? Et quelle influence ils ont? Et sur quel type de projet ils peuvent les conseillers départementaux, il y a des vice-présidents, bien évidemment, en charge. Après, on écrit les projets au fur et à mesure. Et on les écrit aussi... Celui des jeunes, le conseil départemental des jeunes. Alors, au niveau des conseillers départementaux des jeunes, ça fait très longtemps qu'il avait été mis en place. Donc, chaque collégien qui est élu dans les collèges de notre département peuvent être représentés via une assemblée départementale. C'est-à-dire qu'ils sont élus par leur père. Ce sont les collégiens. 2 fois par an, c'est ça? Alors, tout le monde se rassemble 2 fois par an, c'est ça? Alors, il y a justement des des commissions. D'accord. Mais cependant, en amont, vous avez le mode du scrutin qui est important. Puisque chaque collégien qui, lui, est délégué de sa classe peut être, justement, conseiller départemental des jeunes. Et ce qui est très bien, ce qui est assez efficient, c'est que tous ensemble, en fonction des thématiques, alors généralement qui sont sectorisées, par territoire, va pouvoir s'engager et proposer un projet. C'est-à-dire que c'est un mode projet, un vrai mode projet. C'est le collégien qui va justement faire en sorte d'écrire un projet, ça peut être sur le patrimoine. En fonction des thématiques, des 5 thématiques des conseillers départementaux des jeunes, écrire le projet conjointement. Et à l'époque, j'avais été très contente de pouvoir impulser quelque chose d'assez nouveau, qui était le partenariat et le projet on était à la veille des élections européennes, en lien avec l'Allemagne. Malheureusement, on était juste avant la pandémie, donc on n'avait pas pu aller à terme, et notamment la représentation et la visite à Bruxelles. Donc ça n'avait pas pu se faire finalement, d'accord. Non, malheureusement. Mais par contre, on avait été financé à l'époque par le ministère des Affaires étrangères, puisqu'on était le seul à proposer ce genre de dispositif. Est-ce que vous êtes surprise et que dites-vous à ceux qui disent que les jeunes, justement, ne s'intéressent plus, n'osent plus, ne s'engagent plus, ne sont pas intéressés par nos institutions? Vous leur répondez quoi? Moi, je leur répondrais par une question. Est-ce qu'on les concerte suffisamment? Est-ce qu'on les écoute suffisamment? Je pense que le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est justement de ne pas les écouter suffisamment. Il faut leur donner une place, il faut les écouter. Ils ont plein d'idées, on en reçoit tous les jours, nous, c'est vrai. Bien sûr. Il y a plein d'idées, il y a plein de belles pépites, et on a de nombreux talents sur nos territoires. C'est difficile à parfois mettre en place, mais on a une belle jeunesse qui, elle, compte s'engager. Et moi, je voudrais dire ce que je voudrais dire aux élus. Alors, il est vrai que nos jeunes, alors quand ils ont moins de 18 ans, ça ne représente pas de voix. J'entends bien, mais c'est un investissement pour l'avenir. Et c'est le plus beau des investissements, puisque c'est ce qui fera notre territoire, c'est ce qui va constituer nos territoires de demain et notre richesse de demain. Dans l'Ouest, vous êtes très au fait notamment sur un projet qui lutte contre la violence intrafamiliale. Oui. Pour protéger, bien sûr. Bien évidemment, en amont. Alors pareil, à l'issue de quelques réflexions, et notamment lorsque j'ai eu la chance de faire de nombreux porte-à-porte, et qu'on est amené à regarder un petit peu ce qui se passe derrière les portes, justement, on s'aperçoit que la parole n'est pas libre, que certaines personnes n'osent pas parler, par pudeur, par humilité aussi parfois, et que il y a un manque cruel de place, et de place dans les structures, mais aussi et au final d'actions qui puissent pérenniser la sécurité d'une sortie. Et quand je dis ça, je dis que généralement, lorsque vous sortez d'un dispositif, ou lorsque vous vous remettez pour une certaine typologie au travail, on vous sort de dispositif tout de suite. Ouais. Or, quand on est dans des cas tels que ceux-là, il faut pérenniser. C'est-à-dire qu'il faut accompagner du mieux possible au niveau des supports pour véritablement asseoir une sortie. Et que c'est pas forcément à la première, mais c'est à la deuxième, parfois qu'on arrivera, ou la troisième, qu'on arrivera justement à mettre en sécurité.
Et en quoi consiste du coup le dispositif porté par le département? Alors, celui qui était inscrit dans le programme départemental, c'était un centre de victimes de violences intrafamiliales, justement. D'accord. Alors, moi, je l'avais imaginé à l'époque, en lien avec l'hôpital dont j'ai la chance d'être présidente du conseil de surveillance. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une école en face, j'ai une crèche pas très loin, j'ai du bâtimentaire sur le lieu. Et donc, il est vrai que... et la possibilité également de former, puisque quand vous avez un hôpital, forcément, vous avez besoin de ressources, et notamment de ressources formées, donc prêtes à l'emploi, que ce soit dans le milieu hospitalier ou même dans la restauration. Donc, il y a quand même quelques axes au niveau de l'emploi, quelques possibilités. Et avec une population gériatrique, c'est-à-dire avec des aînés, vous aviez véritablement un circuit assez vertueux au niveau justement du lien transgénérationnel et puis aussi la mise en sécurité. Et on s'aperçoit aussi que c'est la promiscuité qui fait que les femmes ne partent pas. Ouais. Lorsque vous êtes dans un hôtel ou lorsque vous êtes avec peut-être 2-3 enfants en bas âge dans une chambre, ça ne favorise pas malheureusement la volonté de pouvoir, ou la ressource, pas la volonté, mais la ressource de pouvoir justement sortir du schéma dans lequel vous êtes. Et donc, j'espère que ce projet sera vraiment au cœur des politiques de solidarité du conseil départemental là, dans les mois à venir. Avec votre regard, j'ai envie de dire au niveau du conseil départemental, bien sûr, chacun reste dans sa ligne, l'éducation nationale, le département, on ne fâche personne, et on travaille bien sûr en collaboration. Comment vont nos enseignants? Comment vont nos professeurs? Comment vous les sentez? Et comment, vous, à l'échelle du département, vous pouvez les accompagner au mieux, si je puis dire? Alors, comment vont les enseignants? J'ai pareil en CDEN. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Donc, les CDEN, ce sont le conseil départemental d'éducation nationale qui se réunit à rythme de 2 à 3 par an en préfecture. Où donc c'est une instance qui réunit également les syndicats et le préfet, bien évidemment, sous l'autorité du préfet, et où justement certaines orientations sont prises, et notamment quant à la fermeture ou non de classes, quant à certaines politiques aussi menées. Vous êtes confronté, vous, justement, à ce fléau sur la fermeture des classes. On a fait plusieurs émissions dessus. Et vous m'avez dit que vous avez une large partie de votre territoire qui est en zone rurale. Oui. Alors, il y a eu un renforcement et de très, très bonnes initiatives sur le dédoublement des classes. Ouais. Ça a été très bénéfique. Mais ce qu'il ne faut, à mon sens, pas faire, c'est opposer le rural de l'urbain. Chacun a ses problématiques. Et on ne peut pas répondre à l'un sans apporter de réponse à l'autre. On a des besoins aussi en ruralité. L'éloignement aussi parfois des familles, que ce soit de l'accès à la culture et autres, fait que on se doit par l'éducation et par l'enseignement transmettre à nos enfants justement et à renforcer certains axes. Et vous dire que le corps professoral, peut-être, enfin nos enseignants ne sont pas forcément pas au mieux en ce moment. On s'aperçoit aussi que dans les établissements, il y a une violence qui s'installe, une violence qui est certainement due aussi aux répercussions de ce qui est vécu dans les familles. Et donc, comme les familles ne vont pas très bien, forcément, les enfants ne vont pas très bien. Et à l'école, ça ne va pas non plus mieux. Donc, on a tout un cheminement, toute une chaîne peut-être à penser ensemble, mais l'éducation doit être une priorité, bien évidemment, sur les années à venir, et dès maintenant. Ils font appel à vous, justement, les enseignants, ou c'est plutôt les directeurs ou les directrices d'établissement sur, justement, les différents appels à projets dont on parlait tout à l'heure? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, la liste est quand même assez ahurissante. Alors, au département de l'Oise, on a la chance d'avoir un département très dynamique et qui est une vraie diversité, et puis des propositions faites sur l'offre culturelle, justement sur l'offre culturelle, tout à fait. Mais c'est aussi pour répondre à, malheureusement, on a vu aussi que pendant des années, et je pense que vous, ça a été le cas aussi, vous avez pu avoir accès à des voyages scolaires et autres, ce qui faisait qu'on avait aussi, on sortait de chez soi.
Aujourd'hui, On s'en souvient toute sa vie de ces voyages-là. voilà, on Non, s'en souvient. Et on en a besoin, et c'est ce qui forme. D'ailleurs, c'est ce qui forme le caractère, c'est ce qui forme l'état d'esprit et vous fait voir aussi. Tu découvres, tu sors aussi de ta zone de confort. Exactement. Et on voit aussi ce qui se passe ailleurs. Carrément. Et on apprend. Et donc, le fait, malheureusement, malheureusement, c'est un constat d'avoir des responsabilités de plus en plus engagées. Il s'avère que de moins en moins d'enseignants ou même prennent le risque aussi d'emmener nos enfants dans les voyages. Et puis aussi, des contraintes budgétaires qui font que les voyages ne se font pas. Donc l'offre culturelle répond aussi et pallie justement, alors sur des temps beaucoup plus courts, pallie justement au fait que des voyages comme on a connu puissent se faire différemment, se construire différemment. Du coup, vous appuyez sur vos sites historiques ? Et sur le site, oui, ce qu'on a aux alentours, bien évidemment, puisqu'on est en plus dans le département de l'Oise, on a quand même ce qu'il faut. Entre le château de Chantilly, le château de Pierrefonds, on a de très belles choses à voir. Le Mudeau qui vient de réouvrir à Beauvais. Donc on a vraiment des sites privilégiés. On en a parlé effectivement cette semaine avec une des adjointes de la mairie de Beauvais. De Beauvais. Le Mudeau qui est vraiment un très bel outil. Complètement. Magnifique. C'est magnifique. Et qui n'hésite pas à miser sur le numérique aussi. Exactement. Et c'est gratuit. L'accès à la culture. Quel apport pour le numérique éducatif, avec un petit peu de recul, alors qu'il y a tous ces débats en ce moment. Nous, bien sûr, on prône ici à School TV pour le numérique éducatif, parce qu'on sait la plus-value que ça peut avoir, mais on sait qu'il y a tous ces débats qui traversent en ce moment la société. Le regard que j'ai, et comme chaque dispositif qui peut être mis en place, c'est surtout de ne pas opposer. C'est-à-dire que, l'un ne vient pas en remplacement de l'autre. Le numérique est un complément de l'outil éducatif, bien évidemment. Et justement, j'aurais tellement aimé que sur le territoire de l'Oise, on puisse développer certains outils, et notamment via le numérique, c'est-à-dire les visites virtuelles, puisqu'on a des contraintes, on a des responsabilités qui font qu'on emmène moins nos enfants dans diverses visites, voyages ou autres programmations. On peut s'appuyer justement sur l'outil numérique. Et moi, je remercierai jamais assez un ancien directeur d'hôpital que j'ai la chance d'avoir eu, qui m'a fait découvrir une visite virtuelle. Et donc, en hôpital gériatrique, il me dit, écoute Ophélie, si tu veux venir voir, j'organise pour les seniors, pour nos aînés, une visite virtuelle. Donc tous les seniors vont venir dans la grande salle pour voir visualiser. Et c'était une visite virtuelle de quoi ? Exactement, Louvre-Lens, du musée Louvre-Lens. Wow, oui, d'accord. Fabuleux. Donc nos aînés étaient dans la salle, ils étaient une quarantaine à pouvoir y assister. On avait un maître conférencier justement à l'autre bout, qui était à Louvre-Lens, et qui nous a fait la visite virtuelle pour nos aînés. Et nos aînés, ceux qui ne peuvent pas sortir, justement, que ce soit de l'hôpital et autres, ont eu accès à la culture. La culture est venue à eux. Et c'est vrai que c'est un outil que j'aurais aimé déployer sur l'ensemble des territoires, et notamment sur l'ensemble des collèges. Refaire de la visite virtuelle, justement, via les collèges, dans les collèges. Se mettre peut-être à 100, 150, et en plus ça peut créer justement une belle émulation collective, et puis ça peut donner lieu à de belles réussites. Cette période de rigueur, effectivement, où on a l'impression qu'un euro est un euro, encore plus que jamais, vous avez le sentiment qu'on pense plus au coût qu'à l'investissement ? On pense plus à l'argent que ça représente plutôt qu'à ce que ça va apporter à notre jeunesse ? L'investissement est sur du long terme. Le temps de l'élu est un temps court. Nous, on est de passage. Et il est vrai que le temps du mandat, généralement, entre le temps de la mise en place et le temps où on est en fin de mandat, où justement, vous avez véritablement... Ça, c'est un peu frustrant, ça ? C'est très frustrant. Très frustrant. On met tout en place pendant 3, 4 ans. C'est 4 ans au final. On a 4 années pour véritablement déployer des dispositifs ou des choses, les choses les plus efficientes qui soient. Donc il est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes temps. Donc ce qui fait que on ne pense pas forcément les choses. Pour ma part, l'investissement est nécessaire. Et même s'il est onéreux, à la base, on y regagnera, puisque quand vous avez des enfants, quand on a par exemple des politiques culturelles, des politiques sportives très, très fortes, quoi qu'il en soit, ce sont des gamins que vous n'avez pas ni dans la rue, ni sur de la solidarité 20 ans après. Donc l'investissement est rentable à long terme. Mais ça, c'est un pari.
C'est vraiment Voilà. un pari. Aider la scolarité des élèves, c'est aussi les guider, essayer de les... Ouais, j'allais dire les guider, les influencer quant à l'orientation. C'est ô combien important, leur faire prendre conscience des différents métiers, du chemin des possibles, et avec peut-être des interventions de tel ou tel professionnel. Comment vous, justement, vous arrivez? Est-ce qu'il y a un budget qui est alloué, justement, pour tout ce qui est orientation? Alors là, je vous répondrai par la langue de bois, c'est-à-dire que ce n'est pas la compétence du département. Non, D'accord. pardon. Ouais, Oui, l'orientation et autres, c'est plutôt la région qui s'en charge. d'accord. Et on est plus sur le lycée que sur le collège. Chaque strate, et pour ça, c'est assez bien fait, chaque strate a son domaine On a une d'intervention. ministre de l'Éducation qui dit que ça commence de la limite de la maternelle. Donc, Mais il n'a pas tort, d'une elle n'a pas certaine tort. façon. Plutôt on commence, mieux c'est, quoi. Alors, moi, j'ai eu Effectivement. la chance, par exemple, d'avoir un fils qui, dès 6 ans, savait ce qu'il voulait faire. Ah, ça, Donc, c'est extraordinaire. ça, c'est fabuleux. À 6 ans, il voulait être paysagiste. Aujourd'hui, il est en BTS pour être paysagiste, en aménagement Il paysager. a toujours su ce qu'il voulait faire. Toujours C'est- su. c'est- Un jour, je rentre, il avait coupé tous les arbres. Ça ne m'arrange pas. À 6 ans. Je vous Il avait assure. passé 6 ans à tout planter et il avait tout découpé. C'est ça. D'accord. C'est un peu ça. Mais donc, après, il est vrai qu'on a des enfants qui savent plus ou moins faire. Mais c'est vrai que pareil, au niveau de l'orientation, il faut vraiment miser sur l'orientation. On a des enfants qui, aujourd'hui, ne savent plus vraiment ce vers quoi se tourner. Et il faut... on a quand même, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, de plus en plus de carrefour des métiers. On a accès à certaines choses qui reviennent, qui ont été un petit peu mis de côté pendant des années, et qui, aujourd'hui... reviennent. Et puis, moi, je miserais, quoi qu'il en soit, sur l'apprentissage. Bien sûr, pendant des années, on a dit à des enfants qu'il ne fallait pas faire d'apprentissage, mais au contraire, allez-y sur de l'alternance. Et pareil... On commence à changer de paradigme. regard sur l'apprentissage. Oui, oui. Donc, j'entends toujours ici et là certains profs dire bon, Oui. lui, il est On premier, commence. on va le mettre. On commence puisque quand on voit aujourd'hui la pénurie ou la pénurie dans nos entreprises, Bien sûr. on s'aperçoit que on a véritablement un besoin de savoir-faire. Et puis on a des maîtres d'apprentissage qui, eux, veulent transmettre justement à des élèves ou à des enfants. Maintenant, voilà, et puis c'est aussi aux parents de ne pas laisser de ne pas se fermer la porte, puisque au final, c'est leur avenir qu'on construit, c'est pas le nôtre. Je sais que vous connaissez bien l'univers hospitalier, effectivement, puisque vous êtes, on peut le citer, au conseil d'administration de quel établissement? Alors, présidente de conseil de surveillance d'un hôpital, l'hôpital APHP, Paul Doumer, dans l'Oise, D'accord. un gériatrique. En gériatrique, effectivement. Ah oui, du coup, vous n'avez pas affaire, j'allais vous parler de phobie scolaire, parce que c'est vrai que nous, il n'y a pas, une émission sur deux, on nous parle de phobie scolaire. Alors, ça a toujours existé, mais on a quand même le sentiment qu'on parle en ce moment plus souvent de harcèlement scolaire, et malheureusement, et pour cause. Et il y a aussi ce thème, encore une fois, on a fait plusieurs conférences ici, avec ces jeunes qui nous parlent de phobie scolaire. Et je ne sais pas si vous y avez été confrontés, on sent que l'éducation nationale, on sent que les établissements sont parfois déboussolés, totalement désemparés. Complètement. Je ne sais pas si vous avez le cas chez vous. Oui, on s'aperçoit que la phobie scolaire, de toute façon, on a à peu près 3-4 enfants qui, dans une classe, ne rentrent pas dans un moule. C'est énorme. C'est assez conséquent, quoi qu'il en soit. Et si on ne veut pas perdre ses enfants, on est obligé aussi de s'adapter à eux. C'est pour ça que des micro-collèges voient le jour, pour s'adapter justement, puisque on a entre 15, 20, voire 30 enfants sur certains établissements. Après, je vous parle d'établissements entre 500 et 600 enfants qui n'auront pas... Alors, qui n'auront pas de suite. Quand je dis, je pèse mes mots, n'auront pas de suite, c'est auront bien évidemment un avenir et autres. Sauf que l'éducation nationale les perd à ce moment-là. Ouais. Vous avez 30 enfants à peu près par établissement qui, chaque année, sont perdus. Donc, on commence peut-être à travailler en amont sur, justement, refaire peut-être des établissements à dimensionner à échelle plus humaine, à taille humaine. Peut-être s'appuyer sur l'échelon intercommunal, justement, pour ça. Pour s'appuyer sur chaque interco ou chaque agglo à créer une microstructure qui, identifiée bien évidemment via l'inspection académique, permettra à l'enfant de sortir ou enfin d'être orienté un peu différemment pour éviter d'être confronté à l'échec scolaire. Puisque l'échec scolaire, généralement,
ça peut être... Alors, oui, il y a un défaut d'apprentissage, peut-être pour un bon nombre d'entre eux, mais il y a aussi le fait d'être fâché avec l'école. Et c'est donc, pas ce serait pour une bonne autant- manière pour leur tendre la main, effectivement. Bien sûr, ce serait une bonne chose. Alors, ce micro-collège, c'est vrai que... Ça se fait dans d'autres départements? je ne sais pas si J'ai ça se jamais fait dans entendu d'autres ça, d'accord. départements. Alors, j'avais impulsé ça, pareil, il y a 4 ou 5 ans, cette réflexion-là. Et on commence, et j'espère qu'on aura, comment dire, des évaluations pour voir un petit peu les résultats, puisqu'on parle souvent de politique éducative et autres, mais sans forcément en évaluer les résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment être efficace, il faut vraiment évaluer au fur et à mesure des politiques mises en place dans nos domaines de compétences. Comment on arrive à rester positif? Il y a tant à faire. Parce Et que encore la une fois, je jeunesse- disais, il y a toujours de moins en moins de budget parce que la jeunesse, effectivement, c'est le poumon de notre société. Mais Parce que la jeunesse mérite. ouais. Parce que la jeunesse doit pouvoir continuer à rêver, parce qu'elle doit continuer à croire, et puis parce qu'elle a plein de belles choses à nous donner aussi. Voilà, ce serait un message d'espoir, et continuons à croire en elle, bien évidemment. Et un bien beau C'est le message plus beau des cadeaux. pour terminer cette émission. Merci infiniment. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Conseil départemental du canton de Clermont-Liancourt de l'Oise, adjointe au maire de Arentigny. Ça, c'était avant. Anciennement. C'était avant. Voilà, Maintenant, c'est à Liancourt. À Liancourt, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un véritable plaisir. On se revoit dans 1 an et demi, 2 ans, pour faire un petit point d'étape, peut-être même avant. Ah, mais bien évidemment. Pourquoi 2 ans tout de suite? Dans 6 mois, on fera un point d'étape. Allez-y, parce que Allons-y. j'ai plein de domaines de compétences. Il me semble. Merci On se retrouve à vous. très bientôt, en tout cas. Merci à vous. Excellente journée en notre compagnie. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du MAC sur School TV. Ciao.